Dans cette séquence, Napoléon porte également son emblématique habit de colonel des chasseurs à cheval de la garde impériale. Bonjour, bienvenue dans Culture Pop, l'émission qui fait le lien entre les collections du musée de l'armée et le cinéma. Je suis Émilie Robe, référente pour l'histoire napoléonienne au musée. Aujourd'hui, on regarde ensemble la deuxième bande-annonce du Napoléon de Ridley Scott et on s'intéresse surtout de très près aux objets, aux décors du film, en allant voir dans les vitrines du musée de l'armée quelles sont les vraies pièces qui les ont inspirés. General, we are discovered. Good. Le célèbre petit chapeau de chez Poupart et Delaunay en feutre dit Castor avec la cocarde aux couleurs de l'empereur, celui qui représente au mieux la silhouette de Napoléon. La lunette employée par le stratège sur le champ de bataille, dans cette séquence, Joaquin Phoenix montre très bien combien la décision est liée à ce que l'on voit. La célèbre redingote grise qui identifie l'empereur sur le champ de bataille, pas du tout chamarré, très proche de ses soldats, et qui, dans notre collection, est une des plus tardives. Donc à Austerlitz, sans doute, Napoléon avait un petit peu moins de bidon. On aperçoit les grenadiers à pied de la garde impériale, en manteau bleu, avec le fameux bonnet dit d'ourson, en poil d'ours, tout simplement, avec la plaque. Ce sont ceux que Napoléon appelait ses grognards, parce qu'ils étaient proches de lui et qu'ils étaient capables d'aller lui faire des remontrances. Un emblème autrichien pris sur le champ de bataille à Austerlitz, donc parfaitement raccord avec la séquence de la bande-annonce où le cavalier va devoir abandonner son emblème, qui sera pris et rapporté en triomphe à Paris, appendu ensuite sans doute sous les voûtes de l'hôtel des Invalides. Napoléon en Égypte face à la momie d'un roi. C'est une séquence iconique que le peintre Maurice Orange a très bien rendue dans un tableau dont s'est manifestement inspiré Ridley Scott de façon presque littérale et tout aussi symbolique, puisque le général Bonaparte, face à la mort d'un ancien dirigeant, se trouve lui-même confronté à son futur destin. Napoléon trinquant avec l'empereur Alexandre à la paix qu'ils viennent de conclure. Ici, on se trouve dans un environnement qui évoque beaucoup les installations en campagne et notamment au musée de l'armée, ça nous fait penser à notre fameux bivouac avec tout le matériel nécessaire pour le confort et le travail de l'empereur. La fameuse séquence du sacre. Ici, on peut s'intéresser particulièrement aux tenues des maréchaux et des dignitaires de la cour. Dans nos propres collections, nous avons notamment deux tenues qui ont été portées pour le sacre par les maréchaux Lannes et Ney. Une séquence absolument immanquable du sacre de l'empereur. C'est le moment où il se couronne lui-même. Dans les collections du musée de l'armée, on peut admirer l'un des plus beaux tableaux de l'époque, qui a complètement défrayé la chronique d'ailleurs, puisqu'il était question de ne surtout pas le montrer à l'empereur qui allait le détester, qu'il était gothique et barbare. 200 ans après, on s'aperçoit que le goût peut changer de temps en temps. Le grand collier de la Légion d'honneur, celui-là n'est pas celui qui a été porté au sacre, mais c'est la deuxième version du grand collier, néanmoins très représentatif de cette nouvelle société que met en place Napoléon avec la création d'une distinction qui permet de récompenser les civils comme les militaires les plus méritants. Dans cette séquence, on voit Napoléon Ier consul dans une tenue qui ressemble assez fortement à l'habit porté par le premier consul général en chef à la bataille de Marengo en 14 juin 1800. Voici une ceinture également de général en chef particulièrement ornée. On voit ici aussi, parmi nos très nombreuses armes blanches, un modèle de sabre que Napoléon aurait pu porter à son côté, comme Joaquin Phoenix, aussi fièrement. Dans la scène, voici Moscou, Napoléon sur son cheval. Alors c'est un cheval blanc qui, pour nous, au musée de l'armée, évoque immanquablement notre vizir préféré, le cheval naturalisé de Napoléon, avec la marque des écuries impériales sur l'arrière-train. Dans cette séquence, Napoléon porte également son emblématique habit de colonel des chasseurs à cheval de la garde impériale. Sur Joaquin Phoenix, il est vert. Dans les collections, au final, pour des raisons chimiques, les couleurs se sont dégradées, il a l'air bleu, mais dans votre tête, il est vert. Dans cette séquence de tir d'artillerie, on peut imaginer assez aisément y replacer notre célèbre Aglor, qui est désormais dans sa nouvelle présentation sur la galerie du Midi avec d'autres pièces d'artillerie. Et voici à la bataille de Waterloo la formation des carrés d'infanterie qui sont destinés à faire face aux charges de cavalerie. Carrés que l'on voit très bien dans une autre bataille représentée par le peintre Langlois, dans une séquence destinée à un immense panorama qui est l'ancêtre du cinéma en quelque sorte. Et Langlois représentait lui la bataille de la Moscova, mais il faut le voir pour le croire, un tableau de plusieurs mètres de long. Dans cette séquence, on voit l'une des charges de cavalerie lourde, j'ai l'impression de reconnaître des cuirassiers. Ça fait écho néanmoins assez justement à la cuirasse d'un autre cavalier lourd, le carabinier Antoine Fauveau, mort sur le champ de bataille de Waterloo avec sa cuirasse transpercée par un boulet britannique. C'est un des nombreux témoignages du caractère meurtrier des guerres de l'époque napoléonienne.
Ça donne envie, non? J'aurai le plaisir de vous retrouver après la sortie du film pour une analyse un petit peu plus approfondie des décors, des costumes et de tout un tas d'autres choses si affinité. À bientôt!